Alors que l'Est de la République démocratique du Congo continue de saigner sous les coups de violence, une énième tentative pour le retour de la paix est en cours à Doha au Qatar. Après les promesses d'Addis Abeba, les espoirs de Nairobi, les silences du Luanda, est-ce que Doha reste comme une dernière tentative d'espoir pour le retour de la paix? Messieurs et dames, bienvenue dans cette question, votre magazine sur Mikuba Télévision. Pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Patrick Moukeba, cadre de la Ligue des jeunes UDPS. Salut et bienvenue. Salut cher shérif, je salue mes co-débatteurs, sans oublier tous les téléspectateurs de la grande chaîne Mikuba. Merci d'avoir honoré notre invitation. Monsieur Nestor Moussoul, vous êtes cadre politique au sein de l'opposition. Salut et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Chérif. Je profite de cette occasion pour saluer l'ensemble de la population congolaise qui est scotchée sur Mikuba TV, sans oublier l'honneur de recevoir les co-débatteurs ici présents sur ce plateau. Merci. Merci à vous. Il est également avec nous, monsieur Jacques Lemaire, analyste politique proche de la majorité. Salut et bienvenue. Salut, monsieur Chérif. C'est un honneur pour moi d'être en face avec mes deux co-débatteurs que je salue en passant. Et en même temps, je salue l'ensemble de la population congolaise et celle de la diaspora. Bien avant d'entrer dans le détail de notre thème principal, mesdames et messieurs, une plainte a été déposée en Belgique contre 9 membres de la famille présidentielle et certaines personnes influentes au sein du pouvoir en République démocratique du Congo pour le pillage des minéraux au Katanga. Monsieur Patrick, quelle analyse faites-vous de cette plainte? Merci beaucoup cher shérif pour cette question combien importante. Je tiens ici à vous rappeler que depuis un moment, la guerre se fait à tous les niveaux et au niveau du pouvoir, nous savons le sentir et le comprendre aussi, même par de petits faits et gestes. Nous l'avons appris, comme tout le monde, cette plainte qui serait déposée en Belgique contre quelques membres de la famille du chef de l'État. Notre grand étonnement est de découvrir que derrière cette affaire, il s'agit ici des ONG, entre guillemets, katangaises, qui ont préféré garder l'anonymat. La question que je nous pose, pourquoi n'ont-ils pas voulu s'assumer et se présenter en tant que ONG katangaise? Et voilà, au-delà de cet anonymat, lorsque nous essayons de cerner le dossier à fond, on se rend compte que l'avocat même qui est allé déposer cette plainte a des affinités avec le régime de Kigali. Ah bon? Oui, il a donc, des... c'est une manœuvre du Rwanda dans ce processus? L'avocat en question, il répond au nom de, je crois, Bernard, quelque chose comme ça. Ce monsieur est un proche du régime de Kigali, un membre très influent qui a toujours été impliqué dans différents dossiers judiciaires du Rwanda. Et cela fait plus de 20 ans qu'il est au Rwanda. Alors, voyant un monsieur comme celui-là porter plainte, déjà, ça nous dit quelque chose. Pour nous, c'est une vaste blague et c'est une comédie. Merci beaucoup. Monsieur Nestor Moussoul, est-ce qu'il y a pillage des minéraux au Katanga par la famille présidentielle? Personnellement, d'entrer dans les jets, vous devez savoir que les gens qui ont déposé cette plainte, parmi il y avait les syndicats de la GECAMINE. Vous êtes sans ignorer que nous rentrons dans l'espace Grand Katanga. Nous sommes à Lumbashi avec les rejets de la GECAMINE. Ces rejets sont enrichis en cobalt et en germanium. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une même mise de la famille présidentielle pour exploiter les germanium. Et parmi les gens qui ont déposé le plainte, il y a les anciens syndicats de la GECAMINE. Pourquoi ils ont déposé le plainte à la Belgique? C'est parce que le membre de la famille présidentielle qui ont été cités dans ces mafias, la majorité, ils ont des nationalités belges. C'est-à-dire que le procès n'est pas à la justice congolaise. Et puis, je vais vous dire ici une chose. Vous êtes ici à Kolwezi, vous avez le camp Bridon. Le camp Bridon, aujourd'hui, est rasé. Toutes les maisons qu'il y avait, nous étions petits, on avait l'habitude d'aller chez camp Bridon pour vérifier les chevaux. Aujourd'hui, c'est rasé. Et la personne qui détient ces camps Bridon, parce qu'il est riche en cobalt, il est de la famille présidentielle. Nous avons la carrière de Tchala. Il y a même des Chinois, il y a la société civile de la Pointe là-bas qui s'est plaint d'avoir les Chinois bien armés qui perçoivent les taxes dans la carrière des Tchala et des officiers militaires. Selon vous, ces organisations ont raison de porter plainte que les Katanga connaissent le pillage de minéraux?
Ils ont raison, mais ils ont raison à 100%. Ils ont raison à 100%. Nous parlons de la carrière de Toulizembe, nous parlons de Kawama. Et dernièrement, il y a un dossier au niveau de Kakanda. Vous êtes sans ignorer, il y a un membre de la famille présidentielle qui avait ravi les contrats à Boss Mining et qui a fait entrer les exploitants miniers illégaux dans la concession de Boss Mining. Vous avez suivi à la fin, il y a eu un procès et Boss Mining a été rétabli dans ses droits et les gens là ont libéré l'espace. Ce qu'on dit, ce n'est pas faux. Il y a un rapport. Retournez d'abord ici à Olualaba. La majorité des coopératives là, ils sont avec qui? Nous avons des coopératives qui sont des mèches avec le gouvernement central. Nous avons commis Kissé, nous avons commis Bakat ici à Kolesi. Donc il n'y a pas à dire que c'est un coup monté, non. La plainte a été juste parce que tous les membres de la famille présidentielle, ils ont des nationalités belges, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas congolais. Merci beaucoup, et voilà pourquoi ils sont allés dans leur terre natale où ils sont, de leur nationalité, pour les porter plainte sur tout ce qui se passe sous l'espace Grand Qatar. Merci à vous. Monsieur Jacques Lemaire, quelle analyse faites-vous de cette plainte qui a été déposée en Belgique? La RDC est un pays démocratique, d'où celui qui se sent lésé peut saisir la justice à tout moment. Mais vous savez, celui qui se plaint doit être accompagné de preuves. Alors, ces organisations qui ont porté plainte contre la RDC, contre la famille présidentielle, doivent présenter des preuves prouvant que réellement la famille présidentielle est en train de piller les Katanga. Et au-delà de tout ça, récemment, le président de la République l'a dit qu'il fait de son mieux pour que sa famille ne soit pas impliquée ou citée dans des combines, des très sales enrichissements. Alors, je pense que c'est une plainte qui est purement démocratique. Selon vous, la justice va faire son travail. Ils doivent présenter des preuves et c'est alors qu'on va juger si réellement la famille présidentielle est en train de piller les Katanga. Merci beaucoup, Monsieur Sedam. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce magazine. Doha après Luanda et Nairobi. Une dernière chance pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Je commence avec vous, Monsieur Patrick Moukeba. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avait annoncé qu'il ne va pas négocier avec le Pantin. Il préfère discuter directement avec Paul Kagame, qui est leur maître. Alors, que font ces émissaires à Doha? Merci beaucoup, cher Chérif. Comme vous l'avez suivi comme moi, il y a un accord de paix qui avait été signé à Washington en date du 27 juin 2025. C'était entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. À Doha, il y a les pourparlers qui continuent bien sûr sous les auspices de ceux qui dirigent le Qatar. Là, cette fois-là, c'est entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23, qui est bien sûr le supplétif du Rwanda. Ici, l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre fin, d'une manière, je veux dire, définitive, aux atrocités qui se vivent dans la partie est de notre pays. La question que vous avez posée, c'est celle de savoir si c'est la dernière carte à jouer. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, Monsieur Patrick. Je Oui. posais la question de savoir. Le président Tshisekedi avait annoncé qu'il ne va jamais négocier avec le Pantin, qui sont Oui. l'homme 23 selon lui. Mais que font ces émissaires à Doha, au Qatar? Le président Tshisekedi, c'est un homme d'ouverture. Le président Tshisekedi, dès son accession au pouvoir, il ne s'est pas taillé des limites. Il a été ouvert à tous, que ce soit pour les négociations, que ce soit pour toute forme de dialogue pouvant amener à la paix. Car il est déterminé à ce que cette paix puisse finalement être retrouvée dans notre pays. Raison pour laquelle vous avez vu ces émissaires-là congolais à Doha en pourparlers avec, bien sûr, les rebelles de M23. Aujourd'hui, Doha, après Luanda et Nairobi, qu'est-ce qui a conduit à ce que ce processus de Nairobi et de Luanda se solde par un échec? Comme vous le savez, le M23 s'était présenté avec des revendications qui n'arrangeaient pas d'abord l'État congolais. Et à Nairobi, voire Luanda, c'était tous les groupes armés qui étaient invités, mais le M23 persistait dans sa position de vouloir entrer en contact avec le gouvernement directement. C'est pourquoi je vous ai dit que le président Tshisekedi, étant un homme d'ouverture, il y a cette brèche qui avait été ouverte, question de continuer de parler d'une manière sincère avec les M23.
Selon vous, ces processus-là ont été boycottés par le Rwanda ou le M23? Le M23, bien sûr. Le M23 avait boycotté ces processus et il y a quand même certains groupes armés qui, eux, étaient restés, vous le savez. Le M23 avait boycotté et comme je vous ai dit que le président Tshisekedi est un homme d'ouverture, cette brèche de Doha a été créée finalement, c'est pour aller jusqu'au bout avec les M23. Donc finalement, il a accepté de négocier avec le Pantin? Ils sont en pourparlers. Écoutez, n'oubliez pas que cette guerre de la maintenant sur différents fronts. Il y a le front diplomatique et le front armé aussi. Le front diplomatique n'a pas de limite, voyez-vous. Donc, ce qui se passe à Doha aujourd'hui, si c'est là, arrivé aujourd'hui à donner une solution définitive à cette guerre, je crois que ça sera la réussite du peuple congolais. Est-ce que ça promet une réussite pour le retour de la paix? Dire que ça promet une réussite pour le retour de la paix, je reste un peu sur mes gardes, hein, parce que je ne sais pas directement dire que cela va produire des bons résultats. Tout dépendra de recommandations ou de revendications des M23. Parce que selon les quelques informations que nous avons eues des quelques sources, paraît-il que les M23 se sont encore lancés à faire des propositions qui violent même l'accord de paix signé à Washington. Vous savez que dans cet accord, il y a le problème de la souveraineté qui revient. Il y a la problématique du respect de l'intégrité territoriale qui revient. Alors, si ces gens se permettent aujourd'hui de proposer quelque chose allant dans le sens de leur laisser la gestion du Kivu pendant autant de temps, cela, ça va à l'encontre de la volonté même de l'accord de paix. C'est-à-dire l'accord ici, ou soit le processus des Doha, dépend entièrement du M23? Non, ça ne dépend pas du M23. En face, il y a deux parties en fait. Il y a la partie congolaise d'un côté et la partie M23 de l'autre côté, voyez-vous. Je vous ai dit ici que ces gens ont des recommandations. Et ces recommandations-là ne rencontrent pas la volonté ou l'esprit même de l'accord de paix qui avait été signé. Alors, si cela est le cas, comment voudriez-vous que ces pourparlers aboutissent à quelque chose, je veux dire, de concret? Je vous ai dit ici que tout a été tracé. Si vous vous souvenez bien, il y a un accord de principe qui avait été signé avant même cet accord de paix de Washington. Et dans l'accord de principe, le système de jeu avait été défini, notamment le respect de l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que de sa souveraineté. Alors si aujourd'hui le M23 se présentait à Doha avec les revendications allant dans ce sens, je vois c'est pour parler accoucher d'une souris. Merci beaucoup, Monsieur Nestor Moussoul. Quelle lecture faites-vous de tout ce processus qui ont échoué pour qu'on parle aujourd'hui de Doha? Est-ce que Doha va aussi accoucher de quelque chose qui ne va rien apporter comme paix à l'est de la République démocratique du Congo? D'entrée de jeu, vous devez comprendre que le président de la République, c'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions et c'est lui qui a le devoir et l'obligation de sécuriser l'intégrité territoriale de la RDC. Vous êtes sans ignorer que lorsque le président, je félicite beaucoup le président Fachi Beton Kwantombolo, quand il a pris le pouvoir, il a dit « je vais m'installer à Goma ». Chose que les Congolais attendaient pour que le président puisse s'installer à Goma et vivre les souffrances que cette population est en train de traverser, ce qui n'a pas été fait. Moi, je le félicite beaucoup qui a élaboré l'état de siège avant la prise de Bunagana. Cet état de siège qui a régi quelques provinces, qui n'a pas produit le fruit aujourd'hui. Je le remercie encore pour une fois de plus. Il a dit qu'il va amener la paix, moindre escamousse, il devait réagir et frapper les Rwandais. Je le remercie beaucoup pour ces promesses non tenues. Alors j'entre maintenant aujourd'hui d'entrée des jeux. Je le félicite beaucoup parce que l'accord de Washington, je pourrais parler de l'accord de Doha qui est la continuité de Washington. Vous avez Donald Trump, il a proposé au gouvernement congolais, à ce qui concerne la sécurité, à ce qui concerne l'intégrité territoriale de notre pays, il faut négocier avec le M23. Que le président disait je ne peux pas négocier avec les Pantins. Je les remercie beaucoup, Moukantombolo. Aujourd'hui, les Pantins sont à la table. Il est en train de négocier maintenant aujourd'hui avec les Pantins. C'est une bonne chose que lui avait dit qu'il ne peut pas négocier. Vous savez qu'en diplomatie, on ne peut jamais négocier en position de faiblesse.
Est-ce que la RDC aujourd'hui, M. Nestor Moussoul, est en position de Nous faiblesse? sommes en position de faiblesse parce que déjà nous avons des grandes provinces qui sont entre les mains des rebelles. Quel est notre rapport de force au terrain? Nous avons une armée forte. Écoutez, l'armée n'est pas forte. L'armée manque un système de commandement. Vous voyez que le leadership n'est pas quelque chose qu'il faut jouer. Le leadership a beaucoup de caractéristiques. Première caractéristique d'un bon leadership, c'est la gestion des conflits, la gestion des crises. Un leadership fédérateur. Maintenant, aujourd'hui, vous vous rendez compte que nos amis qui sont dans le pouvoir, la manière dont ils sont en train de procéder, ça ne donne pas la garantie d'aboutir à la paix. Est-ce l'effet que la RDC est en train de discuter avec le M23, comme vous l'avez dit, en position de faiblesse, qui a conduit en tout cas à l'échec de tous ces processus, entre autres Luanda et Nairobi? Je vous ai dit que en diplomatie, vous ne pouvez pas négocier en position de faiblesse. Si vous êtes à la table de négociation en position de faiblesse, vous allez dire qu'est-ce que vous allez donner en échange de cette paix. C'est une question qui s'évoque lors de l'accord de Washington. Qu'est-ce que la RDC va gagner en signant le pacte de paix avec le Rwanda? Et qu'est-ce que la RDC va perdre en signant le pacte de paix avec le Rwanda? Nous rentrons à Doha. Vous savez que le M23 est soutenu par le Rwanda. Donc, M. Nanga et ses comités, ils vont aller à la table de négociation toujours avec le plan du Rwanda. C'est comme si on ne fait rien. Parce que vous ne vous rendez pas compte que ces gens-là ne vont plus déposer les armes, M. Chérif. Et ces gens-là sont prêts à tout. Est-ce que vous savez que le gouvernement congolais va accepter de prendre ces guerriers-là de M23, de l'intégrer dans notre armée? Ce qui est faux. Et aujourd'hui, aller sur le terrain, ce qui montre qu'il n'y aura pas, cette processus de Doha ne va rien aboutir. Et il n'y a pas longtemps, le gouvernement congolais a déployé des militaires à Uvira. Il y a des militaires qui sont partis à Kalemi, d'autres à Uvira. Il y a des jours encore, les rebelles de M23 aussi, ils ont déployé plus de 8000 militaires toujours à Uvira. Et pour ton information, à Kisangani, le gouvernement congolais a créé une base de drones. Et non seulement à Kisangani, vous rentrez encore à Burundi, il y a une base de la RDC. Aujourd'hui, sans aller loin, Bunagana, que la RDC avait signé avec l'Ouganda, la frontière a été ouverte. Aujourd'hui, a été ouverte. C'est comme si Museveni a trahi le président Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez vu avant qu'il ne puisse pas rouvrir Bunagana, le fils de Museveni est parti à Kinshasa rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi. Lors de son départ, avec les honneurs. Avec les honneurs. Après, quand il est retourné, il a dit non, M. Kabila devient un danger. Il a fait un discours de la présence de Kabila dans le sud Kivu. Et aujourd'hui, son pays ouvre la frontière avec le M23. Oui, après quelques jours, Museveni ouvre encore la frontière en faveur des rebelles de M23. Parce que qui contrôle ces zones-là? Ce sont les M23. Vous savez déjà qu'on commence à jouer les petits jeux. Or que la réalité est que dans toutes ces choses qu'on est en train de citer le Rwanda, c'est une partie des réponses. Donc selon vous, le processus des Doha ne va rien donner comme résultat? Sur le terrain, il y a déjà des tensions. Sur le terrain, quand je vous dis il y a déjà des tensions, c'est-à-dire que même le gouvernement congolais, aujourd'hui, le gouvernement congolais s'est dit prêt de récupérer les zones contrôlées par les M23. Merci beaucoup. Voilà pourquoi le gouvernement congolais a renforcé, a déployé les militaires. Sur le terrain, l'effet est là. Merci beaucoup, Monsieur Nestor. Nous allons revenir à vous pour la prise de parole. Je suis avec vous, Monsieur Jacques Lemaire. Le processus des Doha est-il un nouvel écran de fumée pour endormir l'opinion congolaise et l'échec diplomatique encaissé à Luanda et Nairobi? Merci, Monsieur Chérif. Vous savez, lorsque nous sommes dans la guerre, il y a une partie qui cherche une solution et on ne peut pas, en tout cas, négliger cet état des choses. Doha est une partie de la solution, tout comme ce que nous avions fait avec les États-Unis. Les Congolais ou le président de la République ne jurent que pour la paix totale en RDC ou à l'Est. Et Doha est une partie de la solution, d'où nous devons rester optimistes en tout cas et voir ce que ça peut donner. Du côté M23, il y a des réclamations, peut-être qui ne peuvent pas passer, mais vous savez, nous devons, ou le gouvernement congolais doit revoir sur les revendications
C'est-à-dire le gouvernement doit céder ou soit... Qu'est-ce que le gouvernement doit faire concrètement? Le gouvernement ne doit pas céder, mais le gouvernement doit négocier. Il y a des revendications telles que les mixages et les brassages qui ne peuvent pas passer aujourd'hui et ça serait trahir la nation ou la République. On doit revoir, vous savez, la RDC ou le gouvernement congolais n'a pas à céder à toutes les revendications du M23, mais le gouvernement congolais doit prendre la position des négociations afin de trouver la paix sur la partie est de la RDC. Monsieur Jacques Lemaire, le M23 est-il en train d'être légitimé par la diplomatie régionale ou comme on a vu le fils Museveni débarquer à Kinshasa, être reçu avec les honneurs, mais quelques jours après, il y a l'ouverture de la frontière de Bunagana qui était fermée depuis des années. Est-ce une trahison de l'Ouganda qui a été considéré comme un pays ami? D'une part, ces revendications sont vraies. D'une autre part, ces revendications sont fausses. Pourquoi je dis ça? Parce que dans cette guerre, nous n'avons pas que le Rwanda, il y a aussi les Congolais qui sont dedans. Et on légitimise dans le sens où c'est une opposition armée. Lorsque la RDC prend position avec l'Ouganda comme pays ami, et d'un coup, il y a la frontière de Bunagana qui est ouverte. Bunagana qui mène directement vers l'Ouganda et Bunagana qui est sous contrôle du M23. N'est-ce pas une façon que nos alliés, l'Ouganda, notre allié, l'Ouganda, essaient de légitimer le M23? L'Ouganda n'est pas seulement un pays ami avec la RDC, il est aussi un pays ami avec le Rwanda, d'où il doit, ou avec les autres pays frontaliers de l'Ouganda, et d'où alors l'Ouganda ne peut pas prendre seulement une partie dans cette affaire. Et notamment, c'est-à-dire l'Ouganda peut se positionner aussi du côté de M23? L'Ouganda ne peut pas se positionner du côté Ouganda et M23 parce que c'est une rébellion et l'Ouganda ne peut que jouer avec la sagesse. Ouvrir les frontières ne veut pas dire que l'Ouganda a trahi la RDC. Mais entre-temps, lorsque la frontière reste ouverte, il y a les taxes et ça renforce encore le M23 financement. Oui, c'est ça que j'ai dit. Quelque part, nous devons condamner cet acte. Nous devons condamner, mais ce n'est pas une trahison. Je pense entre États, il y aura des pourparlers afin de pouvoir résoudre cette crise ou cette situation. Merci beaucoup. Je reviens à vous, Monsieur Patrick Mukeba. Pourquoi continuer à négocier avec le Rwanda, dit un pays agresseur? Pourquoi continuer à négocier avec le M23 si ces revendications ne sont pas légitimes? Cher Chérif, vous devez retenir que cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Une guerre qui existe depuis 30 ans, ce n'est pas en 5 ans que vous pouvez facilement l'arrêter comme ça. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez qui est initié, que ce soit par le pouvoir ou que ce soit par nos amis, ce n'est qu'une façon de chercher comment trouver une solution définitive à cette guerre qui se vit dans la partie est de notre pays. Alors aujourd'hui, toutes les initiatives ne sont pas minimisées. C'est l'issue de ces initiatives qui peut nous en dire plus, voyez-vous? Parce que je vous ai dit que pour terminer la guerre, ici, nous sommes sur tous les fronts. Le front diplomatique d'une part et le front militaire aussi d'autre part. Nos amis vous avez posé, il y a une question que vous avez posée à mon ami par rapport à l'Ouganda. Personnellement, je n'ai jamais cru en la sincérité de l'Ouganda. Moi, je crois que nous en faisons un peu de trop en voulant chaque fois associer l'Ouganda dans certains dossiers très sensibles, notamment tous les dossiers qui sont liés à la guerre dans la partie Est. Parce que nous savons que l'actuel président ou l'actuel régime qui est au sommet de l'Ouganda, c'est même ce régime-là qui a parrainé Paul Kagame. Voyez-vous? Monsieur Patrick, vous avez vu le fils à Museveni débarquer à Kinshasa. Oui. Il a été critiqué par les gens de l'opposition. Et vous, l'UDPS, vous avez réagi que c'est parce que le fils à Museveni a lancé des menaces contre Joseph Kabila que maintenant l'opposition essaie d'être contre. Ici. Et aujourd'hui, lorsqu'on ouvre ces frontières-là, c'est-à-dire l'opposition avait raison de critiquer les honneurs et toute cette mascarade qu'il y a eu lors de l'arrivée du général Kanguta. Ici, je parle comme citoyen congolais. Je parle ici comme citoyen congolais et il y a ce fibre patriotique
qui brûle en moi. Je vous ai dit que je n'ai jamais cru en la sincérité de l'Ouganda. Donc, d'une part, vous êtes en désaccord avec votre parti? Je vous ai bien dit qu'ici, je parle comme citoyen congolais. Je réfléchis à haute voix. Je n'ai jamais cru en la sincérité de l'Ouganda. Pourquoi continuer à garder des relations avec un État qui, entre guillemets, soutient ceux qui nous agressent? Moi, je suis de ceux qui pensent que l'Ouganda n'est plus à associer à nos affaires, que les affaires se traitent autrement, mais pas en voulant chaque fois associer l'Ouganda, car l'Ouganda fait partie du problème. Et aujourd'hui, la RDC est en train de négocier avec le M23 à Doha. Qu'est-ce que la RDC a comme point fort pour pousser le M23 à se retirer? Ce que la RDC a comme point fort, premièrement, c'est nous Congolais d'abord, nous aimons ce pays et il n'y a aucun Congolais aujourd'hui qui peut soutenir la balkanisation. Nous savons tous que l'objectif final de tout ce que vous voyez là-bas, M23, machin truc, c'est de balkaniser notre pays. C'est-à-dire, comme je vous ai dit qu'il y a des sources qui nous ont appris que, paraît-il que les gens de M23 réclament la gestion du Grand Kivu pendant un long moment. Comment pouvez-vous imaginer un État souverain comme le nôtre accepter une telle revendication? Donc c'est quelque chose qui ne pourra jamais Vous pouvez approcher le micro? Voilà, c'est quelque chose qui ne pourra jamais passer. Et je crois ici que tous les Congolais seront mobilisés. Même si toutes ces négociations n'aboutissaient à rien, je crois que les Congolais se lèveront un jour pour bouter l'ennemi dehors. Et avec les armes, est-ce que vous pensez que la population civile va-t-elle résister? Je vous rassure que ça sera automatique et vous ne comprendrez même pas comment ça va se passer. Parce que je ne vois aucun Congolais qui est prêt aujourd'hui à accepter à ce que notre pays soit balkanisé. Ceux qui ont rejoint la rébellion ne sont-ils pas des Congolais? Mais allez-y poser la question à ceux qui ont rejoint la rébellion, c'est quoi leur revendication? J'ai eu à suivre une fois le président même le véritable coordonnateur de M23, M. Bissimoa, qui avait dit, on lui avait demandé, mais c'est quoi le but de votre guerre? Il avait dit que nous sommes en train de chercher un espace sécurisé pour notre peuple. De quel peuple parlait-il? Il parlait des Tutsis, voyez-vous. Est-ce qu'il va falloir chercher un espace sécurisé dans un pays? C'est-à-dire vouloir chercher l'espace sécurisé dans notre pays, c'est déjà se substituer à la place du gouvernement, voyez-vous, alors que la sécurité de tous les peuples est garantie dans nos constitutions. Et c'est la tâche qui revient à l'État. C'est-à-dire, M. Patrick, la RDC va se présenter à Doha pour dire au M23 que les Congolais ne vous aiment pas, vous pouvez dégager du territoire national, et puis c'est tout. Et c'est comme ça que la RDC va convaincre. Déjà, l'accord de Washington est clair à ce point. Les Américains viennent, c'est pour la paix, et en échange, vous savez comment cet accord a été conclu. Si les gens de M23, les rebelles de M23 continuaient à s'entêter, je crois que cette fois-là, nous ferons recours à l'applicabilité de tout ce qui a été pris comme mesure dans l'accord de paix de Washington. Qu'est-ce qui a été pris justement comme mesure? Non, mais ils doivent dégager, ils doivent libérer. Le Rwanda doit récupérer ses troupes. Il doit récupérer ces hommes du sol congolais. Mais pourquoi ce n'est pas inscrit dans cet accord de paix? Non, mais allez-y vérifier dans l'accord des principes. L'accord des principes qui avait d'ailleurs balisé le terrain pour cet accord de paix, c'est bien évoqué dans l'accord des principes, le respect de l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté de la RDC. Merci beaucoup. On parle de ces négociations. Monsieur Nestor, est-ce que l'homme 23 est prêt à adhérer à une solution pour que la paix revienne ou soit l'option militaire reste envisageable au regard des échecs qu'ont connus d'autres processus? D'entrée de jeu, il y a un problème très sérieux. Si vous voyez aujourd'hui, avoir l'opposition armée et l'opposition non armée, c'est dit à quoi? C'est dit à un déséquilibre social. Un déséquilibre qui est total. Dans un pays qui se veut sérieux, la priorité des priorités doit d'abord la sécurité. Sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays. Mais vous êtes aujourd'hui sans ignorer que nous sommes assistés à une comédie musicale où il y a des multiples détournements d'argent, où un premier ministre qui est payé à 500 000 $ le mois, ou un président de l'Assemblée nationale qui est payé à 300 000 $, ou un militaire qui se veut aller au front avec un salaire dérisoire, un salaire on peut dire de 80 ou 90 $, moins de 90 $ que le militaire touche. Je ne parle pas des primes, je parle des salaires, moins de 90 $. Ou un enseignant vous touche moins de 100 $, 280 000 francs. Aujourd'hui, 100 $, c'est 282 000 francs. Ou un député national vous touche plus de 20 000 $. Ah bon? Je vous dis vrai, ils sont là.
Plus de 20 000 $, un député national. Un ministre national qui vous touche dans les 40 quelques mille $. Et vous voulez créer un équilibre. D'abord, il y a un déséquilibre total. Et aujourd'hui, regardez, la plupart des jeunes croient que la seule voie pour être riche facilement, c'est faire la politique. Vous comprenez bien? Ça devient un danger. Tout le monde n'est pas appelé à faire la politique. Aujourd'hui, quand nous regardons bien l'IDPS qui a eu le pouvoir via le président Félix-Antoine Tshisekedi, aucune partie de la RDC n'était dans le main des rebelles. Ils ont réussi le pays en entièreté, les 245 000 km² en entièreté. Quelques années après, ils ont appelé le M23 qui a été défait. Le président Félix-Antoine Tshisekedi lui-même l'a reconnu que le gouvernement congolais avait défait le M23 en 2013, sous Kabila et Matata. Dans ces cas, d'où sont il a reconnu le maintenant. M23? Le M23, c'est un M23 actuel, c'est la création de l'Union sacrée, l'IDPS. Ah Ils bon? vont s'expliquer. Comment est-ce qu'ils ont invité le M23 qui chassa pendant 14 mois? Quel était le deal qui puisse dire au peuple congolais que nous avons invité le M23 qui chassa pendant 14 mois? Voici le deal qu'on a signé. Ça n'a jamais été fait. Il faut demander à l'ancien ministre de l'Intérieur de nous expliquer qu'est-ce que les M23 sont venus faire à Kinshasa pendant 14 mois. C'est après le retour des accords que Bounagan est tombé. Aujourd'hui, Bounagan doit totaliser 3 ans depuis le 11. Ça fait déjà 3 ans de prise de Bounagan, depuis le 11 juin. Ça fait 3 ans. Goma est déjà tombé, Bukavu est déjà tombé. Maintenant, nos amis qui ont fait 32 ans d'élite, 37 ans d'élite, ils commencent maintenant dans les 37 ans d'élite perdre l'intégrité territoriale de la RDC. Aujourd'hui, le gouvernement congolais en février 2020, ils ont signé un accord de mutualisation entre le gouvernement ougandais et le FARDC. Dans le FARDC du côté Ituri, il y a les Ougandais. Il y a déjà une mutualisation qui a été signée au mois de février 2020. Est-ce une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose. Vous voulez avoir une armée nationale. Le président l'a dit qu'il faut éradiquer les infiltrés. Comment est-ce que vous allez faire un rapport de mutualisation entre vos forces armées et l'armée étrangère? De deux, la solution à la paix de la RDC, la première solution, c'est organiser notre armée. Lorsque nous aurons une armée forte, dissuasive, là nous allons gagner. Lorsque vous parlez d'organiser l'armée, monsieur Nestor, je vous relance. Oui. Le pays est agressé. On a vu en Europe, le partenariat entre l'FC Barcelone et la République démocratique du Congo dit partenariat de visibilité. Ils doivent porter le maillot floqué, visite RDC ou je ne sais pas, RDC tout court. Monaco MMA et même l'AC Milan. Ça vous fait quoi de voir 43 millions être dépensés pour la visibilité pendant que notre armée en a besoin pour faire la guerre? C'est pour cela que je vous dis que le régime, M. Félix-Antoine Tshisekedi, c'est lui le responsable de donner la paix et la sécurité aux Congolais. Quand il a accédé au pouvoir, il a dit la réduction des trains de vie des institutions. Les institutions sont budgétivores. Tous ces sénateurs, tous ces députés nationaux, qu'est-ce qu'ils font? S'ils étaient vraiment des patriotes, tous ces sénateurs-là qui sont là, tous ces députés nationaux qui sont là, devaient s'intégrer dans l'armée pour sauver notre pays. Parce que nous sommes agressés, nous voulons parler du nationalisme. Ici, on ne parle pas des couleurs politiques. On parle comme État congolais. Il y a nos frères violés, massacrés chaque jour. Vous avez vu les conflits entre l'Ukraine et la Russie. Quand l'Ukraine a attaqué la Russie, qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie a aussi attaqué. Nous avons besoin, même au sein de l'armée, d'avoir des vrais militaires, des vrais généraux sanguinaires. On ne peut pas avoir des généraux qui ont tendance à être des chrétiens en train de prêcher dans les églises. Parce que quand nous parlons de la politique n'a pas d'état d'âme. Est-ce que l'option militaire reste envisageable au-delà de la diplomatie qui s'est faite à Doha? C'est ça la priorité des priorités. Nous devons investir dans l'armée. Nous devons payer bien nos militaires. Nous devons assurer la sécurité de leurs femmes, des enfants, des militaires, leur scolarité. Et réduire les trains de vie, réduire même cette histoire-là du Sénat, de l'Assemblée nationale. Qu'on ait même 100 députés, l'avoir de 500 députés budgétivores qui consomment l'argent du pays inutilement pendant que nous sommes agressés. Merci. Mais cher confrère, j'allais juste citer. Allez-y. La politique n'a pas, dans la politique, il n'y a pas la question de morale, ni d'éthique. Quand vous êtes agressé, il faut tuer pour sauvegarder l'intégrité. Ah bon? Oui. Même les innocents? Quand un voisin t'attaque, les voisins t'attaquent. Nous sommes le seul pays au monde qui est entouré de 9 voisins. Ce que fait le Rwanda aujourd'hui, demain ça peut être l'Angola,
Le lendemain, ça peut être la Zambie. Qu'est-ce que nous avons besoin? Merci. Nos voisins n'ont pas de ressources comme nous. Nous devons sécuriser, donc nous devons avoir une armée forte et dissuasive. Merci beaucoup. Monsieur Jacques Lemaire, la même question. Est-ce que le M23 est prêt à adhérer à cette vraiment solution pacifique qui s'est faite à Doha, ou soit l'option militaire reste toujours envisageable? Monsieur Chérif, l'option militaire n'est pas à éviter. L'option militaire n'est pas à exclure. Au-delà des accords, au-delà de la diplomatie, nous devons rentrer sur l'option militaire. Je ne pense pas qu'après ces assises de Doha, s'il n'y a pas de solution, je ne pense pas qu'il y en aura encore d'autres assises de paix. Selon vous, c'est la dernière chance? Dire que c'est la dernière chance, non. Et puisqu'il y a des accords où une partie ne va pas être d'accord avec l'autre. D'où nous devons rentrer toujours dans l'option militaire que mon co-débatteur Nestor a évoqué. Il a raison, d'une part, où la RDC doit réformer son armée. Nous devons avoir une armée très forte, nous devons avoir une armée bien équipée. Et je ne suis pas d'accord à un point où il a dit, il a évoqué ou condamné le gouvernement en place des institutions budgétivores. Le président de la République a hérité de tout ce qu'il y a. Et je pense qu'il est le premier président à évoquer la réduction des trains de vie des institutions. Là, il y a déjà la volonté de pouvoir changer et la volonté de pouvoir terminer cette guerre. Ça fait déjà 7 ans que le président Tshisekedi est au pouvoir. À quand cela va changer s'il a hérité des choses qu'il a trouvées? C'est une guerre qui a pratiquement fait 30 ans que le président ne peut pas terminer dans 7 ans. Il nous faut un leadership éclairé, il nous faut encore beaucoup de temps et pourvu que cette guerre puisse prendre fin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, le président de la République, à mon humble avis, à mes analyses, et selon tout ce qu'il met en action, il est engagé à pouvoir terminer cette guerre. Et je reste optimiste que cette guerre va prendre fin un jour. Mais l'option militaire n'est pas une option à éviter ou à exclure. Au-delà des accords, nous devons être bien armés, nous devons être bien équipés, puisque nous sommes les seuls pays en Afrique, peut-être au monde, qui a 9 voisins. Et ce seul pays a beaucoup de potentialités, de richesses sous-sol et tout ce que nous connaissons. Et c'est un pays tellement envié qui doit avoir une armée tellement forte et équipée. Vous venez d'insister là-dessus, M. Jacques, la RDC doit avoir une armée forte. Lorsque vous apprenez que le pays a dépensé 43 millions pour la visibilité, ça vous fait quoi? Nous sommes en guerre, bien sûr, mais cela ne doit pas exclure l'option économique. J'ai parlé aujourd'hui avec un économiste qui a dit que cet investissement va dans le sens économique, puisque lorsque est-ce une bonne politique de dépenser 43 millions pour la visibilité, pour que l'FC Barcelone puisse floquer le nom RDC peut-être sur son maillot d'entraînement, parce que selon certaines révélations, ça ne sera même pas floqué sur son maillot qui sera utilisé pour le match officiel. C'est peut-être pour l'entraînement et autre chose. Est-ce que cela va en tout cas dans la bonne politique de la restauration de la paix ou de faire en sorte qu'on puisse avoir une armée forte? C'est ce que je vous ai dit ici. Nous sommes, une partie de la République qui est en guerre, mais cela ne veut pas dire que le pays doit rester comme ça sans pour autant développer le côté économie. Je le disais, j'ai parlé avec un économiste aujourd'hui, il a évoqué la question de dire la RDC a investi, à chaque investissement, il y a un retour. Lorsque le FC Barcelone portera un maillot inscrit visite RDC, il n'y a pas que le maillot, j'ai lu quelque part, là où on a dit même les nouveaux stades de FC et Barcelone, il y aura une partie où
ça sera réservé pour la visibilité de la RDC. Entre-temps, vous dites que vous êtes un pays en guerre, mais vous dépensez 43 millions de dollars pour la visibilité. Au-delà de tout ça, lorsque les autres pays verront ou seront saisis de cette situation, ils viendront en touristes en République démocratique du Congo et c'est l'argent qui va entrer. Merci beaucoup. Vous comprenez? Merci à vous. Monsieur Patrick Moukeba, je reviens à vous. En cas d'échec des Doha, est-ce qu'il reste une alternative ou qu'en reste-t-il comme alternative pour qu'il y ait retour de la paix en RDC? Monsieur Chérif, je crois que nous sommes un État souverain. Nous avons des dirigeants capables de trouver des solutions. Et je pense que même si les pourparlers de Doha n'aboutissaient à rien, je reste quand même optimiste que la paix finira par s'installer dans notre pays. Ce n'est pas à moi ici d'étaler les stratégies du pouvoir, mais je vous rassure que je crois au leadership éclairé et clairvoyant du président Félix Tshisekedi et il y aura toujours une issue. Lorsque vous avez évoqué par exemple que le M23, selon ce que vous avez lu, ont réclamé de gérer par exemple le Kivu pendant 5 ans, 8 ans. Oui. Lorsqu'il s'impose avec cette recommandation-là et qu'il n'y a pas de solution et que le gouvernement refuse de céder, c'est-à-dire le processus des Doha serait déjà mort. Et qu'est-ce qui va rester comme alternative? Non, mais je vous ai dit que nous venons de signer un accord de paix à Washington avec le Rwanda. Et vous avez vite compris que les États-Unis nous promettent ici la paix. C'est-à-dire que nous ne serons pas seuls cette fois-là. Il y a aussi l'apport des États-Unis dans cette affaire, ce qui n'est pas aussi à négliger. Je voulais d'ailleurs revenir à ce que mon co-débatteur de l'opposition venait tantôt de dire par rapport à M23. Il dit que le M23 a été défait en 2012, tout ce qu'il a dit. Mais je tiens à lui rappeler que le mal était très profond. Le mal était très profond parce que le M23, qui était, c'est pas vaincu selon lui, aujourd'hui nous voyons ce M23 être soutenu et accompagné par notre ancien président de la République. Ah bon? Oui. Mais il est à l'est du pays, il est à Goma, c'est bien lui qui soutient ces gens de près. C'est-à-dire être à l'est du pays, cela veut dire que vous soutenez le M23? Vous savez que... Et que dire des populations qui sont là-bas et aussi soutiennent le M23? Lors de l'une de ses sorties en Afrique du Sud, l'ancien président de la République avait dit clairement que le M23 était l'aspiration du peuple congolais. Voyez-vous? Or, lorsque vous demandez aujourd'hui les revendications du M23, je vous ai clairement ici dit que le président, M. Bissimois, a eu à dire qu'ils étaient en train de chercher un espace sécurisé pour leur peuple, tout ce qu'ils ont toujours... Voilà, tout ce qu'ils ont... Voilà, tout ce qu'ils ont toujours avancé comme alibi et tout. Mais aujourd'hui, le fait pour nous de voir notre ancien président rejoindre la rébellion, s'y installer de manière ouverte, ça dit beaucoup. Alors, je m'en vais ici dire à mon frère Moussoul qu'il laisse le mal en patience, qu'il garde le mal en patience, car d'ici peu, il va lui-même voir ce qui va se passer. Par rapport à l'armée, il parle ici de l'armée, mais attention, comment pouviez-vous gagner cette guerre avec une armée comme celle dont a hérité le président Félix Tshisekedi? Lui-même, il avait dit qu'il a hérité d'une armée structurée. L'interview existe. Oui, il a dit que c'était une armée structurée, oui, par rapport à ce qu'on lui avait montré, ce qu'on lui avait présenté. Il ne pouvait que dire ça, mais sur terrain, qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons assisté à quoi? Des généraux, voilà. Des hauts gradés de notre armée qui étaient impliqués dans divers dossiers qui fragilisaient pratiquement notre armée. Avec cette armée-là, en tout cas, on ne pouvait rien faire. Moi, je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi, pour que les Congolais comprennent d'abord la vraie, source de la guerre, les véritables commanditaires de cette guerre, et la victoire finira par clore ce débat. Je l'ai annoncé ou je posais cette question à d'autres co-débatteurs. Lorsque la pays est en guerre, mais signe de partenariat à hauteur de 43 millions de dollars pour la visibilité, ça vous fait quoi, monsieur Patrick? La République démocratique du Congo, notre pays, était effacé. Le Congo, dans tous les concerts des nations, le Congo était mis à côté. On ne parlait pas du Congo. Aujourd'hui, signer un partenariat avec l'AS Monaco ou c'est pas quelle autre équipe, c'est aussi une façon de nous remettre aussi sur la scène. Est-ce que cela justifie les 43 millions? Mon frère, est-ce que le Congo représente 43 millions?
la paix du Congo ou bien la stabilité, la bonne image de notre pays par rapport, aux 43 millions, c'est rien. Ça représente absolument rien. Je vous ai dit que le pays ne participait à rien, le pays n'était associé à rien, nous étions dans les oubliettes et tout ce qui était congolais était noir. Voyez-vous ? Depuis le régime passé, on ne parlait pas du Congo. Et aujourd'hui, si le président Tshisekedi, parmi ses stratégies, veut assez que la visibilité de la République soit aussi accentuée à un certain niveau, je ne trouve pas d'inconvénient. Je vais chuter également avec vous, vu que le temps nous fait défaut. Votre conclusion par rapport à ce processus, à ces négociations des Doha, cela promet vraiment la paix. La population congolaise peut-elle espérer que Doha, c'est ça la carte à jouer pour le retour de la paix? Premièrement, je tiens à féliciter le chef de l'État pour sa diplomatie agissante, car nous avons quand même cet accord de paix de Washington qui augure quand même des bonnes choses pour notre pays. Par rapport au pourparlers de Doha, je vous ai dit que ça fait partie des éléments qui prouvent l'ouverture du président Tshisekedi. Voyez-vous? Donc, je vous ai dit que la diplomatie n'a pas de limite. Laissons les pourparlers qui sont en cours. C'est à l'issue de ce pourparlers que nous saurons quoi dire. On ne peut pas anticiper alors que les pourparlers continuent encore du côté de Qatar. Merci beaucoup, Monsieur Nestor Moussoul. Je vois que vous avez une réaction bien avant de vous relancer pour la conclusion. J'allais vous relancer avec cette petite question. Est-ce que le peuple croit en ces négociations des Doha? Personnellement, pour moi, c'est une distraction totale. Parce qu'au problème congolais, les solutions sont congolais. Il ne faut pas fuir. Moi, je crois que la meilleure des solutions, premièrement, c'est créer d'abord une cohésion au niveau interne. Entre nous-mêmes Congolais, il faut qu'il y ait un dialogue. Et quand il y aura un dialogue entre nous-mêmes Congolais, on se dit des vérités, on propose des pistes de solutions pour faire sortir notre pays des crises. Je crois que cette solution sera louable. Ça, c'est un. De deux, j'avais parlé d'organiser notre armée qui est très capitale. Aujourd'hui, vous nous parlez de 43 millions de dollars. La question qu'il faut se poser, combien de stades que le régime en place a construit? Si on mettait ces 43 millions de dollars, on pouvait construire quelques stades. Et nous n'avons pas de stades. Le stade de Marty a été construit depuis le régime de Mobutu. Je voulais évoquer un point. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de compétences de dilapidation des ressources naturelles de notre pays. Il y a beaucoup de détournements. Nous avons vu qu'aujourd'hui, avec l'IDPS, les 37 ans d'élite, c'est nous prouver, par exemple, les projets de 100 jours, l'argent disparu, dossier RAM, lampadaire, le projet de la francophonie, le projet de développement de 145 territoires, et le projet de construction de l'arène, Tchilé-Gelou, tous ces argents-là sont dilapidés et aucune personne n'a été arrêtée et retourné cet argent pour que notre pays puisse bien fonctionner. Et aujourd'hui, vous nous parlez de cette distraction de l'équipe de Barcelone. Est-ce que dans un pays très sérieux, nous sommes agressés, nos frères sont tués chaque jour, violés, massacrés? On prend l'attitude de faire des loisirs. Moi, étant président de la République, je devais d'abord fermer tous ces gabarets qui sont à Kinshasa, des musiques, des bars. On devait d'abord se concentrer sur l'organisation de notre armée. Je vous ai dit que dans l'armée, regardez la comédie au niveau du sommet de l'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi vient de faire 7 ans. Est-ce que dans les 7 ans qu'il a passé, on l'a empêché de organiser notre armée? Lui, il a dit que l'armée est infiltrée. Il a passé 7 ans. Les 7 ans, il devait organiser cette armée infiltrée. Ça doit lui prendre combien de temps? Déjà 7 ans, l'armée n'est pas organisée. Au sommet de l'État, vous voyez des officiers de plus haut gradés. Au lieu d'être efficaces au front, vous les voyez dans des églises en train de chanter Fouati béton, moi avec Dieu et Fouati. C'est la mort. Je vous ai dit ceci. En politique, il n'y a pas la question d'éthique et de morale. S'il s'agit de tuer pour la paix, il faut tuer pour la paix. Et la RDC, à un moment donné, a besoin d'un président sanguinaire. Comme le cas du président du maréchal Mobutu. Dites-moi, à l'époque de Mobutu, quel est le pays qui a agressé les Zaïre? Mais vous reconnaissez... Je l'ai dit, à l'époque de Mobutu. Est-ce qu'il est l'existence de la loi sur la programmation militaire? Il a rendu notre armée forte. Il est l'unique président qui a nationalisé notre armée. Quel est le pays voisin qui a attaqué la RDC à l'époque de Mobutu? Vous voulez dire que le président Mobutu, Monsieur Nestor, je vous relance. Vous voulez dire que le système de gouvernance en place n'est pas assez efficace pour un pays comme la RDC? Elle n'est pas efficace.
efficace, mon cher confrère. Elle n'est pas efficace. Ce système de gouvernance ne va pas nous aider à rien. La loi sur la programmation Elle n'est pas militaire est là. efficace. Il faut Destinée à avoir notre un armée, président sanguinaire, comme le cas bon? du maréchal Mobutu. Un président C'est-à-dire sanguinaire. comment? Je vous ai dit, en politique, il n'y a pas la question de la morale ni de l'éthique. Il est question de sauvegarder l'intégrité nationale de notre pays. Nous pouvons être en bonne relation entre toi et mon voisin. Mais si tu m'attaques, je t'attaque aussi. Regardez Mobutu, ce qu'il avait Est-ce fait. qu'aujourd'hui, avec le regard de la communauté internationale, notamment les États-Unis et l'Union européenne, peut-on dire qu'on n'est plus seul, la diplomatie agit? La diplomatie n'a rien produit. Vous avez le processus de Luanda, zéro. Même cette diplomatie, le processus de Washington. Déjà, Kagame a déjà fait un discours qui montre qu'il n'est pas partant. Déjà un discours qui parle à l'encontre de tous ceux qui ont signé comme accord. Allez-y, votre conclusion. Donc même l'accord de Doha n'est pas une solution. Pourquoi? Parce que les deux parties, personne ne peut accepter. Le M23 cherche à ce qui est fédéralisme pour gérer la partie du nord et le sud Kivu. Ce que le gouvernement congolais refuse. Et comme il n'y aura pas toute cette histoire-là de Doha n'est qu'une comédie musicale de l'impérialisme, or que la solution réelle, c'est un dialogue au niveau interne et organiser notre armée, réduire les trains de vie des institutions. S'il s'agit des députés nationaux et des sénateurs qui se disent patriotes, qu'ils soient les premiers à intégrer l'armée, et la population va suivre aussi. Pour que nous puissions sauver notre pays, on n'a pas d'autre option que l'armée. Il faut régner par des rapports de force. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas négocier en position de faiblesse. C'est l'ennemi qui gagne. Merci beaucoup, M. Nestor Moussoul. M. Jacques Lemaire, pensez-vous que la communauté internationale est-elle cette fois-ci du côté de la RDC quand on voit par exemple l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda qui a commencé déjà à Washington? On ne peut pas refuser, la communauté internationale ne jure que sur la paix en RDC et donc elle est du côté de la RDC, d'où nous jurons tous pour la paix en RDC. Au-delà des accords, au-delà de tout ce qui se fait, nous devons rentrer en interne. Là, j'ai rejoint l'idée de mon co-débatteur. Nous devons rentrer en interne pour restructurer et réorganiser tout ce qui ne va pas ou tout ce qui est comme désordre, notamment réorganiser l'armée, l'équiper et aussi réduire les trains de vie des institutions. Il y a beaucoup de facteurs à remettre à l'interne, avoir un dialogue entre Congolais, puisque au-delà de la diplomatie, ceux-là qui sont rebelles aujourd'hui sont des Congolais. Nous ne pouvons pas aujourd'hui les exclure. Alors, il nous faudra qu'il y ait une table ronde où les Congolais doivent se parler franchement, face à face, afin de trouver une solution. Tout ce que nous voulons, nous tous ici, sur ce plateau, c'est la paix dans l'Est de la RDC. Monsieur Jacques, on avait vu Martin Fayulu demander qu'un dialogue puisse être organisé afin qu'il y ait le retour de la paix. Le président Tshisekedi avait dit que ce n'est pas lui l'initiateur de ce que Fayulu avait dit. Fayulu avait sollicité un dialogue. Aujourd'hui, on se rend compte que les classes politiques en interne ne parlent pas le même langage. Pensez-vous que c'est opportun d'organiser un dialogue lorsque on qualifie d'abord les autres d'avoir des nationalités douteuses? On qualifie par exemple Joseph Kabila qui n'est pas congolais, on qualifie tel qui n'est pas congolais. Lorsqu'il y a des propos pareils, est-ce que le dialogue serait encore opportun? En politique, nous n'avons pas d'ennemi éternel. Celui qui était l'ennemi hier, aujourd'hui peut-être notre meilleur ami. Cette option n'est pas à exclure. Je reviens encore, les dialogues, c'est la dernière carte que la République démocratique du Congo peut mettre sur table afin de résoudre cette crise. Un dernier mot pour le processus de Doha qui est en cours? Ce processus est l'une des solutions pour la paix dans l'Est de la RDC. Nous demandons à tout Congolais valeureux de pouvoir rester optimiste. Il est possible que ces dialogues ou ces accords puissent chuter ou avorter une solution durable. Est-ce que vous, personnellement, vous croyez à ce processus? Personnellement, je reste optimiste. Par rapport à quoi? En ce moment, rien n'est à exclure. Nous prenons tout en compte pour que la paix à l'Est de la RDC soit résolue une fois pour toutes. Mais la paix totale n'existe qu'au paradis. Merci beaucoup, M. Jacques. Merci, M. Patrick Moukeba. Merci à vous, M. Nestor Moussoul. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis.